Salut à tous et bienvenue dans ce podcast produit par Web Girondin consacré aux gardiens de but des Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondin et pour m'accompagner, j'ai monsieur Frédéric Roux, ancien gardien de but qui est avec moi. Salut Frédéric. Salut Nicolas, bonjour à tous et à toutes, ravi d'être parmi vous. Comment ça va Fred ? Ça va, on s'adapte. En cette période difficile, sans football, sans sport, confinement total, donc météo exceptionnelle en Gironde. Et malgré tout, on s'adapte, on n'a pas le choix et il faut bien comprendre que c'est l'unique solution si on veut raccourcir cette période de confinement et voilà, sortir de cette période de crise. Donc soyons sages, soyons raisonnables et respectons les consignes et voilà. Exactement. Bon, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent. Donc, tu as été gardien de but de l'AS Nancy-Lorraine, de Châteauroux, des Girondins de Bordeaux, d'Ajaccio et de l'Olympique Lyonnais. Tout à fait. Tu as été champion de France 2D2 avec l'AS Nancy-Lorraine. Tu as gagné la Coupe de la Ligue avec les Girondins de Bordeaux en 2002. Champion de France 2D2, c'était en 98. Et tu as été aussi champion de France avec l'Olympique Lyonnais. Tu es crédité du titre de champion, c'est bien ça ? Tout à fait, même si j'ai pas disputé de rencontre officiellement, j'ai quand même fait partie, la moitié de la saison sur le banc. J'étais à l'époque doubleur de Rémi Vercoute suite à la blessure de Greg Coupé. Donc cette année-là, effectivement, on avait gagné le doublé championnat Coupe de France. Parfait. Et donc aujourd'hui, tu as mis fin à ta carrière. Tu as un quadra comme moi. Nous sommes deux quadras. On a le même âge. Hein. On est né à quelques mois d'écart. J'ai regardé en regardant ta fiche. Voilà. J'ai 46 ans aussi. Nous avons 46 ans tous les deux. Et donc, à ton après-carrière, tu as monté une académie de gardiens de but. C'est bien ça ? Oui. Tout à fait, oui. À l'issue de ma dernière saison à Lyon, je suis parti effectivement à l'étranger, dans les Émirats. Et là, après diverses expériences professionnelles, j'ai décidé de monter ma propre académie de gardien de but et qui s'est plutôt très bien développée. Et ça a duré 4 années. C'est parfait. Donc, tu es l'homme parfait pour aborder ce thème. Le thème de ce podcast, c'est-à-dire les gardiens aux Girondins de Bordeaux. Donc on va revenir ensemble sur les différents styles de gardiens. Tu vas nous apporter ton éclairage. D'accord. Voilà, puisque Bordeaux a toujours eu une tradition de grands gardiens de but. On peut passer par Dominique Dropsy, Joseph-Antoine Bell, Gaëtan Huard, Ulrich Ramé, toi qui étais là, Cédric Carasso et aujourd'hui Benoît Costil. Quand je te cite tous ces noms, qu'est-ce que ça t'inspire ? Effectivement, comme tu l'as très bien dit, ce sont que des grands noms, ce sont que des grands gardiens de but. Ça a été des internationaux, ça a été des capitaines, ça a été des grands monsieur, souvent avec une carrière plutôt longue aux Girondins de Bordeaux. C'est vrai qu'il y a aussi cette spécificité, c'est que ces grands gardiens-là restent très longtemps en Gironde. Et donc, ce sont aussi des exemples pour beaucoup. Donc, ça a été des exemples pour beaucoup, c'est des modèles. Donc, on ne peut que s'inspirer effectivement de ces gardiens de but. Et ça fait partie de la spécificité, effectivement, du club des Girondins de Bordeaux, c'est de toujours avoir eu des gardiens de qualité. Comment on peut l'expliquer, ça, qu'il y ait toujours eu des gardiens de renom à Bordeaux ? Moi, je l'explique assez facilement du fait du statut du club, tout simplement. Les Girondins de Bordeaux ont toujours été un très grand club dans l'histoire du football français. Et donc, ils jouaient toujours les premières places du championnat, avec donc des moyens en conséquence et qui leur permettaient de recruter des joueurs de qualité, notamment des gardiens de qualité, des gardiens internationaux, qu'ils soient français ou étrangers. Donc, les Girondins de Bordeaux se devaient d'avoir effectivement des grands gardiens, quelles que soient les années et quelles que soient les périodes. Donc, c'est ce qui explique un peu cette durée à ce poste-là, cette qualité-là, et donc c'est tout bénéfice, je dirais, pour le club. Donc on va rentrer progressivement dans le fond du poste de gardien, dans le détail, au travers de ton expérience, de tout ce que tu as vécu, puisque c'était ton métier, gardien du but. On va passer en revue les différents styles de gardien. Tu vas nous dire si ça existe des styles de gardien. Tu vas nous éclairer là-dessus, parce que je trouve qu'on en parle assez peu souvent. Mais avant ça, j'ai envie de commencer par toi. Comment on devient gardien de but ? Qu'est-ce qui t'a amené à ce poste ? Voilà. En fait, généralement, moi, je dirais que c'est vrai que lorsqu'on est jeune,
on n'aspire pas vraiment à être gardien de but. C'est pas le poste qui fait en soi rêver. Et souvent, dans les équipes de jeunes, on voit que les volontaires sont peu nombreux et donc c'est souvent le coach qui décide. Voilà, soit tu vas. Souvent, il prend malheureusement le moins bon joueur, je dirais, celui qui court le moins, puis il le met dans les cages pour un peu dépanner, quoi. Bon, moi, ça n'a pas du tout été le cas, puisque dès l'âge de 5 ans, voilà, j'ai débuté dans les cages. J'avais un très bel exemple parce que mon papa était lui-même gardien de but. Bon, pas au niveau professionnel, mais à un certain niveau amateur. Et donc moi, j'ai toujours suivi, voilà, mon papa sur les terrains, et donc il m'a inspiré, donc ça m'a donné cette envie-là, et je me suis même pas posé la question, on m'a pas du tout forcé, c'est pas mon entraîneur qui m'a dit, tu vois, tu vas aller dans les buts, non, de moi-même, j'ai décidé de suivre les traces de mon papa, et donc dès l'âge de 5 ans, je me suis mis dans les buts, j'ai de suite, bien évidemment, apprécié et aimé ce poste, et puis j'ai jamais quitté les buts, hormis peut-être une saison lorsque j'avais 8-9 ans, voilà, j'ai voulu tâter un peu le poste de défenseur, mais j'ai vite repris mes repères dans mes cages. Mais voilà, encore une fois, c'est vrai que rares sont les jeunes gamins qui décident d'être gardien de but, souvent on les pousse. Alors soit ça leur plaît, ça leur plaît pas, mais difficile de nos jours de trouver des volontaires qui puissent s'installer dans les cages. Et donc nous, en tant qu'entraîneur de gardien, en tant qu'ancien pro, on essaie justement de donner à ces jeunes la passion du poste. Et donc voilà, on essaie de lancer ces jeunes dans le bain, et puis on essaie de leur faire aimer ce poste. Donc, origine, toi, c'est un peu une origine familiale, hein. C'est la filiation qui t'a amené un peu au poste de gardien de but. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, j'avais un frère aîné qui n'était pas du tout gardien de but, mais qui joue au football. Bon, on avait une famille plutôt sportive, mais c'est vrai que j'ai eu cet exemple-là devant moi. Donc, à force d'aller sur le terrain, de voir mon papa jouer dans les buts, je me suis dit, bon, quand je vais commencer le foot, pourquoi pas essayer. Et c'est vrai que de suite, je me suis pris au jeu. J'ai aimé ce côté un peu poste à responsabilité, poste à part. Donc je voyais que j'avais un maillot différent des autres joueurs, ça me plaisait, j'avais des gants. Donc quand on est petit, voilà, il y a l'équipement aussi qui joue, il y a ce poste, ce côté spécifique. Et puis bon, je prenais vraiment ce poste. Voilà, j'ai estimé que ce poste avait une importance déjà à cet âge-là. Donc j'étais tout content. Moi, j'étais tout content de me retrouver dans mes buts. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Rapidement, j'ai été repéré par le club professionnel de Nancy, donc j'ai fait toute une classe, et voilà, de là c'est parti. Après, on gravit des échelons petit à petit, et puis jusqu'au centre de formation, puis à l'équipe professionnelle, quoi. Donc après, j'ai suivi une filière quasi normale, quoi. Ouais. On dit souvent que les gardiens, ils sont différents dans le tempérament. On se souvient de Barthès ou des gens un peu introvertis, même Ulrich Ramé, il a cet aspect qu'on peut avoir en tant qu'observateur. On peut dire, oui, il est introverti. Est-ce que c'est vrai? C'est exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est déjà le poste de gardien de but, comme je le disais tout à l'heure, c'est un poste à part. C'est vraiment un rôle à part. Donc de cette spécificité-là, on est vraiment des joueurs différents. Après, c'est vrai que généralement, on a des personnalités à part. On est souvent solitaire, on est souvent introverti. Je parle en dehors du terrain. Et puis, on prend justement le terrain de jeu comme un exutoire. Et puis, on s'éclate sous le terrain, on s'extériorise. C'est vrai que moi, j'ai côtoyé des garçons comme Ulrich, Greg Coupet. On avait tous un peu ces mêmes caractéristiques de personnalité, je dirais. C'est que voilà, on s'exprimait très peu en dehors du terrain. Et puis, quand on était sur le terrain, par contre, moi, je prends mon cas perso. C'est vrai que j'étais plutôt introverti, voire timide. Et puis, lorsque j'étais sur le terrain, c'est vrai que souvent, les personnes ne me reconnaissaient pas parce que j'aimais, comme tout gardien, j'aimais râler, j'aimais m'exprimer, j'aimais m'extérioriser. Donc, voilà, c'est un peu ça la caractéristique des gardiens de but, c'est qu'on a ce paradoxe, cette mixité entre le terrain et en dehors du terrain. C'est vrai que moi, j'ai côtoyé Ulrich très longtemps. C'était un garçon très introverti qui s'exprimait peu, même en tant que capitaine. Par contre, sur le terrain, on savait qu'il était là, quoi. Donc, il poussait de la voix, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça, les gardiens de but. Et puis après, c'est une confrérie parce que moi, j'estime que les gardiens de but qui peuvent se comprendre, qui peuvent ressentir un peu ce qu'on peut ressentir sur le terrain. Et voilà, donc, et c'est pareil aujourd'hui dans mon métier d'entraîneur. Moi, j'estime que seuls les anciens gardiens de but peuvent enseigner le poste de gardien de but parce que c'est tellement spécifique et voilà, il faut avoir vécu le poste, je pense, pour l'enseigner. Est-ce que toi, tu avais un modèle? Est-ce que comme les joueurs de champ, un gardien de but, tu rêvais, je sais pas, comment il s'appelait ce gardien italien là, Dino Zoff, est-ce que c'était un modèle ou d'autres? Disons que moi j'avais
ça va lui faire plaisir. J'avais une idole, c'était Gaëtan Huard, en fait. Gaëtan, pourquoi? Ouais, Gaëtan, j'aimais bien son style. Bon, c'était pas du tout mon style. Moi, j'étais plutôt du style de Bruno Martini, très sobre. Mais Guéguette, voilà, il avait son style, il était spectaculaire, il avait un look, il avait un style, ses longs cheveux, ses tenues et tout. Et moi, c'est vrai que moi, j'étais un peu plus jeune que lui, et bon, je le voyais à la télé, que ce soit à Girona, forcément, à Marseille. Et moi, je demandais toujours à mes parents, voilà, d'acheter les mêmes gants que Gaëtan, les mêmes tenues et tout. Donc, je m'en inspirais un peu plus par son style, son look, que par son côté assez spectaculaire. Mais j'ai toujours aimé ce gardien, c'est vrai, j'ai toujours aimé ses performances. Ouais, c'est bien. Puis j'ai aussi rêvé, à contrario, j'ai aussi rêvé devant des performances, des exploits de Joël Batz en 86, notamment à la Coupe du Monde. Donc c'était un autre style, c'était plus de sobriété. Moi j'aimais bien aussi Bruno Martini, qui était voilà un exemple de sobriété, mais d'efficacité également. Donc voilà, ça a été un peu mes modèles. Après j'ai aimé aussi Bernard Lama, ce côté chat spectaculaire. Donc, voilà, j'avais que des sources d'inspiration, ça va être différentes. Mais bon, en France, on a la chance d'avoir toujours eu des très très bons gardiens, des bons exemples. C'est vrai que moi, quand j'étais gamin, je pouvais que m'en inspirer, quoi. D'ailleurs, tu parlais de Gaëtan Huard, tu t'étais pas fait la même coupe de cheveux? Non, alors Guéguette, bon, aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est différent. C'est-à-dire que Guéguette, bon, il a les cheveux plus courts, il a les cheveux grisonnants. Bon, voilà, j'ai gardé les cheveux longs, mais c'est vrai que non, je m'inspirais surtout de ses tenues. Après, les cheveux longs sont venus beaucoup plus tard. Oui. Mais moi, j'aimais bien son style, Gaëtan. Bon, j'ai des mémoires, j'ai des flashs, j'ai fait grave blessure, j'ai des performances, des expos au Vélodrome, à l'Escure, enfin bref, la grande épopée européenne. Et puis j'ai ces tenues en mémoire, surtout. J'ai ses gants, j'ai ses tenues. Non, j'adorais, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup le style. Très très bien. Donc on va rentrer dans le détail donc des gardiens qui ont occupé ce poste au Girondins de Bordeaux. Mais avant ça, il y a un fait que j'aimerais voir avec toi, c'est que à Bordeaux, les gardiens sont toujours venus de l'extérieur, ces gardiens performants, voire internationaux. Et on n'a jamais réussi dans la formation bordelaise à former des gardiens qui ont été numéro 2, qui ont été formés au club, mais qui n'ont jamais passé le cap et qui se sont même presque jamais imposés ailleurs. Peut-être aujourd'hui, l'exception, c'est Jérôme Prior qui est en train de se construire une carrière à Valenciennes. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est vrai que c'est un peu le paradoxe, et c'est pas du tout remettre en cause la formation qui est excellente, notamment au niveau du poste de gardien de but. Il y a des grands entraîneurs de gardiens. Bon, je pense bien évidemment à Domi qui était avec nous, mais en dessous de lui, il y avait Dominique Bernatovic qui était un très très bon entraîneur qui est parti à Marseille ensuite. Il y a toujours eu des bons formateurs. Je pense que ça vient du fait que les gardiens titulaires restaient très longtemps en place. Je vois Ulrich, moi je suis venu de l'extérieur, mais si un jeune comme Mathieu Valverde qui était derrière moi avait poussé à ce moment-là, les dirigeants ne lui auraient jamais donné sa chance parce qu'il y avait un monument devant lui. Et Ulrich, il est resté combien? 8 ans, 9 ans, peut-être plus. Ouais. Donc il n'y avait pas de place en fait. C'est un peu ça. Et je vois aujourd'hui, c'est vrai qu'il ensuite est resté longtemps. Benoît, je pense qu'il est parti également pour un long bail. Donc même si on a la qualité derrière, c'est difficile pour un coach de mettre un jeune gardien à la place du titulaire qui est là depuis 3-4 saisons. Et pourtant, Dieu sait si des jeunes bons gardiens, voire très bons gardiens, sont passés au centre de formation de Bordeaux. Alors c'est vrai qu'ils acceptent le rôle de doublure une saison, 2 saisons maximum, et puis après ils ont envie d'aller voir ailleurs, de s'aguerrir ailleurs. Des garçons comme Mathieu Valverde, Kevin Olympa, ont rapidement quitté le club parce qu'ils avaient envie de temps de jeu, parce que ils avaient envie de s'éclater. Prior, c'est exactement la même chose. On voit même, à contrario, même si on rentre pas dans le sujet, puisque Bernard Denis vient d'extérieur, mais on voit qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. On voit que souvent le club a 2, 3 bons gardiens, voire très bons gardiens en même temps. Et malheureusement, au poste de gardien de but, il y a la place pour une seule personne. Et donc, à un moment donné, il faut faire des choix. C'est ça où ce poste est particulier. Autant un joueur de champ, il peut jouer latéral gauche, latéral droit, replacé au milieu. Il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui quand même. Alors que le poste de gardien, t'as qu'une seule place. Hein. Je veux dire, la concurrence, elle est impitoyable, j'ai envie de dire. Donc, pour répondre à ta question, moi, je l'explique surtout par la durée de vie, je dirais, des gardiens titulaires en place. On voit ces 3 derniers gardiens, que ce soit Ulrich, Cédric et Benoît aujourd'hui, ce sont des longues durées, des contrats longue durée. Et donc derrière, malgré la qualité, je dirais, des jeunes qui sortent du centre de formation, malheureusement, il n'y a pas de place pour eux, quoi. Donc ils sont obligés, malheureusement, d'aller voir ailleurs. Et on voit aujourd'hui Gaëtan Poussin, qui a fait d'excellentes performances en équipe première lors des coupes nationales.
voilà, Benoît a prolongé son contrat et je suis pas sûr qu'à un moment donné, le coach lui donne sa chance, malheureusement. Et je pense que Gaëtan, à un moment donné, va falloir faire un choix. C'est ou effectivement qu'on poursuive sa carrière de doublure au Girondin, soit essayer sa chance ailleurs pour obtenir un peu plus de temps de jeu, quoi. C'est vrai que ça, il faut toujours avoir en tête que le poste de gardien, c'est vraiment un poste particulier de ce fait. Il n'y a qu'une place, alors qu'un joueur de champ, il peut jouer à plusieurs endroits sur le terrain. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise ce poste. Après, autant les joueurs de champ, on peut les classer. C'est un joueur plutôt explosif, plutôt rapide, plutôt technique, plutôt dur sur l'homme. Comment parler du style de gardien de but? Moi, les questions que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut identifier des styles dans les gardiens, les classer? On peut parler des fois, on fait des comparaisons. On dit tiens, c'est la panthère, il se déplace dans son but comme une panthère. Je sais plus quel était ou comme un chat, quel était le gardien. Est-ce qu'on peut les classer? Est-ce qu'on peut classer des styles de gardiens? On peut toujours classer effectivement les gardiens de but. Après, je dirais à mon époque et même avant, on classait plus les gardiens déjà par leur qualité athlétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu prends tous les gardiens de but dans tous les championnats, tu verras jamais plus un gardien de petite taille. Alors qu'auparavant, tu voyais des Jérémy Janot, tu voyais des gardiens comme ça. Donc il y avait déjà une distinction au niveau athlétique que tu ne vois plus maintenant. Donc de par ces spécificités-là, il y avait un style qui s'en dégageait. Jérémy Janot devait forcément travailler davantage sur l'explosivité pour compenser ce manque de taille, qui lui donnait un côté spectaculaire. A contrario, je reviens à Bruno Martini, qui était plutôt athlétique et assez grand. Voilà, il avait un style sobre, très sobre, sans enlever son efficacité. Donc, à l'époque, on classait plus, les gardiens de but selon la taille, selon son côté explosif, sa sobriété, son côté spectaculaire. Alors qu'aujourd'hui, de nos jours, je trouve que tous les gardiens sont athlétiques. Je vois en Angleterre, parce que j'ai eu l'expérience quand je suis allé faire un essai à Birmingham, premier critère de sélection, c'est la taille. Si tu fais pas 1m90, c'est même pas la peine d'aller te présenter au club. Ah oui. Donc aujourd'hui, un des critères de base pour souvent, et je dis souvent, et quel que soit le championnat, c'est la taille. Tu vois tous les gardiens de but aujourd'hui, c'est des montagnes. Même si à la télé on se rend pas compte, mais des garçons comme Manuel Neuer, Didier Buffon, c'est des montagnes, c'est des mecs qui font 1m90 quoi, et aussi large que haut. Donc après, il y a une évolution au poste de gardien de but, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure hors antenne, c'est qu'on essaie de mettre le gardien en difficulté de par l'évolution des règles aussi. On demande de plus en plus au gardien de but. Avant, on se contentait, tu vas dans les buts, tu utilises tes mains et ça suffit. Aujourd'hui, non, un gardien de but moderne. Aujourd'hui, on parle de gardien de but moderne. C'est un gardien de but qui sait aussi jouer aussi bien avec ses pieds qu'avec ses mains. C'est un gardien qui peut jouer aussi bien défenseur par son placement, qui peut aussi bien jouer meneur de jeu de par sa qualité de relance. Donc, on en demande tellement aujourd'hui au gardien de but qu'on englobe généralement de gardiens modernes avec des spécificités techniques selon les pays, selon les méthodologies d'entraînement. Mais après, ce qui s'en dégage surtout, ce sont des athlètes, ce sont des grands gabarits. Et puis, ce sont des gardiens qui s'adaptent aux nouvelles règles et qui savent aujourd'hui aussi bien jouer avec les pieds qu'avec les mains. Voilà. Et toi, tu mesures combien? Moi, je fais 1m88. Eric faisait également 1m88, mais il était peut-être 2 fois plus large que moi parce que c'était un athlète, quoi. Il avait une qualité d'appui, il avait des cuisses qui faisaient peut-être 2 fois mes cuisses. Moi, j'avais une admiration devant la qualité athlétique d'Ulrich. Il était très compact, très, très fort sur ses appuis, qui lui donnait cette qualité d'explosivité incroyable. Et donc, non, mais bon, moi j'étais dans les standards, je dirais 1m88, j'aurais pu encore jouer actuellement, mais j'ai discuté récemment avec Bruno Valanconi, qui a été gardien de but à Nice, à Bastia et autres, qui lui était un peu plus petit, me disait, moi aujourd'hui, j'aurais même pas pu jouer, quoi. C'est impossible, quoi. Voilà. C'est vrai. Alors, j'ai pas regardé la taille de Benoît Costil. Je vais regarder, mais je crois que Gaëtan Poussin est un peu plus petit, lui. Hein. Tu parlais des standards. Gaëtan, peut-être, c'est peut-être qu'il va peut-être me faire contredire un tout petit peu. Mais bon. Gaëtan, peut-être, il doit faire un 83. Ouais, il doit faire. Alors, on se rend pas compte. Ouais, il fait quand même un 84. Hein. Ce qui est. J'étais pas loin. C'est pas trop mal quand même. Et Benoît doit être un tout petit peu plus grand que lui, peut-être un 86 ou voilà. Ouais. Non, je crois qu'il est. Je suis en train de regarder. 1,87 Prior. C'est vrai qu'il y a quand même un standard. Hein. C'est des gardiens en dessous d'un 80, ça n'existe plus. J'en connais pas. Honnêtement, j'en connais pas. Même au niveau amateur, je vois beaucoup de matchs et j'en vois pas en fait. Donc,
sais qu'aujourd'hui, un critère de sélection pour les gardiens de but, en tout cas, c'est la taille, quoi. Ouais. Donc, oui, parce qu'on demande. C'est un 85 aujourd'hui. Un 87 Costil, je viens de regarder. Tu vois. Ouais. Un 87. Et quand tu le regardes sur le terrain, t'as pas l'impression, mais quand tu es à côté de lui, tu te rends compte il est athlétique. Il est très. Tu parlais. Après, il est très musclé. Il est très musclé. Explosif. Ouais, il est très musclé. Il est musclé, il est très tonique. Voilà, il travaille beaucoup en salle de gym. Voilà. Bon, c'est vrai que beaucoup de gardiens aujourd'hui travaillent énormément en salle de gym parce que ça requiert aussi des qualités athlétiques indéniables. Donc, on s'adapte toujours à ce qu'on nous demande. On s'adapte toujours à l'évolution du football aussi. Donc, un gardien de but aujourd'hui doit être grand, il doit être athlétique. Voilà, donc, Allez, on va rentrer dans le détail des gardiens des Girondins. Alors, on va pas remonter trop loin non plus. On va commencer avec Ulrich Ramé. Bon, on a parlé quand même d'autres gardiens. Ça va alors. On va parler d'Ulrich. Donc, comment on peut définir son style? Tu as dit qu'il était athlétique. Comment tu définirais son style de gardien? Tu sais, Ulrich, je le connaissais déjà avant de le côtoyer au Girondins. C'est-à-dire que moi, j'ai un souvenir d'Ulrich lorsque j'étais à Nancy. Et lui était à Osco d'Angers. Oui. Et Ulrich, moi déjà à l'époque, m'impressionnait beaucoup. Il m'impressionnait beaucoup de par son style et m'impressionnait surtout par son jeu au pied. C'était un des premiers gardiens, Ulrich, à être aussi à l'aise autant pied gauche que pied droit. Et je crois que c'était une de ses qualités premières à l'époque. Et je crois qu'il avait été élu à l'époque meilleur gardien de deuxième division. À l'époque, la deuxième division. Je crois que c'est suite à cette saison que les Girondins l'avaient recruté. Bon, après, j'ai eu la chance de le rejoindre aux Girondins, de passer 6 années extraordinaires à ses côtés, d'apprendre énormément, puisqu'il avait quand même un statut d'international, capitaine des Girondins, enfin bref. Pour moi, Ulrich, c'est un mix de sobriété, de calme et puis d'explosivité, quoi. Comme on le disait tout à l'heure, il avait une personnalité très introvertie et puis il avait une qualité en parallèle d'explosivité sur le terrain assez incroyable, quoi. De par ses qualités athlétiques, de par ses qualités d'appui. Il avait une vitesse de réaction incroyable et puis une prise de décision très rapide, ce qui lui permettait d'être aussi efficace, quoi. Donc Ulrich, c'était beaucoup de présence, beaucoup de des qualités athlétiques, explosivité, puis, quoi. Explosivité. C'est vrai qu'il inspirait beaucoup de calme et de sérénité. Voilà, c'est ça. Voilà, sérénité, serein, de la sérénité, et c'est ce qui se dégageait, je pense, de son rôle, quoi. Donc et puis il avait un rôle de capitaine naturel parce que pour moi sur le terrain, non pas par la voix, mais c'était un leader naturel, je dirais de par ses qualités footballistiques. Tiens, qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? Excuse-moi, je te coupe. Sur le rôle de capitaine, nous, on débat souvent dans nos émissions sur le brassard au gardien. T'as ceux qui sont plutôt favorables. Et t'as ceux qui te disent non, le capitaine, il doit être dans le cœur du jeu. Comment tu vois ça, toi, le gardien capitaine? Honnêtement, j'ai toujours été partagé sur ce brassard de capitaine attribué au gardien de but. C'est vrai qu'on a une vision générale du terrain, mais on n'est pas au cœur du jeu. Lorsque c'est un détail, mais lorsque l'arbitre doit faire appel au capitaine, il est obligé de traverser le terrain. Enfin bref, c'est des détails, mais bon. Après, le capitaine, dans les règles, en tout cas, c'est le seul joueur qui doit parler sur un terrain de foot. Bon, je confirme que c'est pas du tout le cas, mais normalement, le capitaine, c'est le seul joueur qui est à même de parler sur le terrain. Et donc, alors que le gardien de but, on l'autorise à s'exprimer, donc ça fait un peu doublon, quoi. Je dirais que donner le brassard à un gardien de but qui a déjà l'autorisation de parler, bon, c'est un peu dommage, quoi. Mais généralement, faut pas oublier non plus que l'entraîneur donne le rôle de capitaine à un joueur, généralement qui a de l'expérience, qui a du vécu, et puis donne le rôle de capitaine à une personnalité de vestiaire. Je dirais que c'est un garçon qui est serein, qui a la tête bien sur les épaules, qui a l'expérience, qui a souvent un statut d'international, donc qui est là aussi pour encadrer l'équipe et pour qui est là aussi pour mener, pour mettre l'équipe, je dirais, sur de bonnes voies et pour conseiller les plus jeunes. Donc c'est à ce titre-là, je pense que Ulrich était capitaine. C'est à ce titre-là que je crois que Cédric aussi était capitaine à un moment donné. Et puis c'est à ce titre-là que Benoît est capitaine. On le voit aussi à travers leurs interviews. C'est des garçons très équilibrés, voilà, qu'on a la tête bien sur les épaules. Et donc je pense que c'est important aussi pour un entraîneur d'avoir de tels relais sur le terrain. Allez, on continue. Donc, Ulrich Ramé, on l'a vu. On a évoqué aussi ton style à toi qui était un petit peu différent. En 2008, Cédric Carasso arrive au Girondins de Bordeaux et prend lui aussi le leadership, le rôle de capitaine, on vient de le dire. Alors, c'est un style de gardien qui est différent là aussi.
par rapport à Ulrich Ramé, mais je trouve ils sont différents, mais quelque part, il y a une continuité dans la personnalité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, c'est vrai qu'il est un peu plus méridional, je dirais, donc il a peut-être besoin davantage s'exprimer. Mais c'est vrai que moi, je pense que bon, honnêtement, j'étais pas là, donc c'était difficile de le suivre dans les détails. Mais je pense il avait une volonté de participer dans le jeu, donc ce qui lui donnait beaucoup de dynamisme, je dirais en général dans son jeu, que ce soit dans ses interventions, dans ses relances. Il avait vraiment cette volonté d'aller vers l'avant lorsqu'il avait le ballon et on voyait souvent accompagner sa défense, courir. Ouais, et puis bon, dans ses interventions, c'était de même acabit qu'Ulrich, hein. C'était très explosif, très dynamique, très efficace surtout, quoi. Donc c'est ce qu'on demande à un gardien de but. Très bon sur Donc sa c'est vrai que ligne. très bon sur sa ligne, sur les pénaltys notamment, une qualité de réflexe, d'anticipation. Enfin, c'est vrai que c'était un peu quand même dans la continuité de Ulrich, si on réfléchit bien, avec, je pense, quand même des personnalités légèrement différentes. Enfin, je connais pas personnellement Cédric, c'est vrai que je l'ai pas côtoyé, mais de par ce que je vois, ce que j'entends, je pense qu'il a une personnalité légèrement différente. Mais en tout cas, sur le terrain de but, il y a une certaine, sur le terrain, oui, pardon, il y a une certaine continuité. C'est ce que je pense ont voulu les dirigeants en recrutant Cédric. C'est, voilà, de continuer à avoir ce style de gardien de but. Et on va y venir, mais je pense que Benoît aussi rentre dans cette lignée de gardien de but, qui dégage beaucoup de sérénité, avec des qualités athlétiques indéniables, et puis un style de jeu qui se rapproche quand même d'Ulrich et de Cédric. Ouais. C'est vrai que le club avait donné beaucoup de confiance à Ulrich Ramé. On se souvient que Ulrich Ramé, et je vais arriver à reparler Carasso, mais Ulrich Ramé, je me rappelle, il était venu en doublure de Stanley Menzo à l'époque, qui était arrivé à Bordeaux, et Stanley Menzo avait fait un début de championnat catastrophique, comme l'équipe d'ailleurs. Et Ulrich Ramé avait été rapidement placé par Eli Bopp, lui-même gardien, dans les buts à la place de Menzo, à la place de Menzo. Et moi, ce que j'en déduis, c'est que finalement, le club leur donnait beaucoup de confiance, et t'as l'impression qu'il faut beaucoup de confiance aux gardiens pour qu'ils soient sereins. Et Cédric Carasso, la passation, elle s'est faite parfaitement entre Carasso et Ramé. Ils ont pris le temps dans un match de faire sortir Ulrich Ramé, de faire rentrer Cédric Carasso, de faire ce changement. C'était fait magnifiquement. Alors, on ne parlera pas du départ de Cédric Carasso qui lui a été raté. Non, mais on va éviter, voilà, c'est pas le sujet. Mais là, ça a été fait parfaitement. Et à contrario, quand on voit justement la passation entre Cédric Carasso et Benoît Costil qui n'a pas eu lieu, et bien on s'aperçoit tout de suite que ce manque de confiance qu'il a eu de la part de... Il y a eu une incidence sur les performances de Benoît Costil parce qu'il n'a pas eu la confiance, on lui a pas donné. Il y a une incidence parce que c'est vrai que le poste de gardien de but, c'est un poste à haute responsabilité, je dirais. Donc ça nécessite énormément de confiance en soi, énormément de confiance de la part de l'entraîneur, de ses partenaires, enfin de l'ensemble des personnes qui côtoient le gardien de but. Et c'est vrai que si on met pas le gardien de but dans les meilleures dispositions, qui plus est pour un gardien de but qui arrive de l'extérieur, qui fait suite à un monument, alors que ce soit Ulrich ou Cédric, ils ont laissé des traces indélébiles, je pense, au club. Donc si on met pas le nouvel arrivant dans les meilleures dispositions possibles, ça devient compliqué. Et on s'aperçoit effectivement, et je le répète souvent dans mes interviews, c'est que Benoît a eu des débuts très difficiles au Girondins de Bordeaux. Il a été chatouillé, il a été critiqué de par ses performances, parce que lui quittait son confort rennais, arrivait dans un club avec un statut différent. Et je pense que malgré ses qualités, malgré sa lucidité, il a eu du mal à être performant au départ, parce que justement les dirigeants et l'ensemble des staffs ou des joueurs n'ont pas su le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que une fois les repères pris, une fois cette confiance acquise, on s'aperçoit que Benoît est un élément décisif au club. Donc c'est vrai que les dirigeants avaient été très intelligents sur la passation de pouvoir entre Ulrich et Cédric, quand bien même on peut toujours critiquer le départ de Cédric de par ses performances et de par sa personnalité. Il n'en va pas de même, malheureusement, dans la succession de Carasso lorsque Benoît est arrivé. Alors c'est dommageable, parce que ça entraîne malheureusement des performances moindres de la part du gardien de but qui arrive. Et heureusement qu'on a laissé le temps à Benoît de prendre ses repères tranquillement, et puis de lui faire confiance. Si on tombe sur un entraîneur qui pète un peu les plombs, on peut se dire, le mec, il va se retrouver sur la touche. Donc c'est arrivé, comme tu disais très bien avec Menzo, qui dit que si tu tombes sur un coach un peu tordu, il met pas Benoît sur le banc pour le faire un peu réfléchir, et puis on sait pas comment ça peut tourner, quoi. Il faut faire très attention. Un poste très très particulier, poste de gardien de but.
On a tous, moi j'ai connu des passages à vide dans ma carrière parce que voilà, j'étais pas bien, j'étais pas serein, j'étais pas bien dans ma tête. Tu peux pas être performant sur le terrain quand tu es gardien de but si t'es pas bien dans ta tête, si t'es pas en confiance. Moi, j'étais très exigeant avec moi-même et je sais que si quelque chose n'allait pas, ça se ressentait automatiquement dans mes performances et je devais être au top au niveau psychologique, je dirais, pour donner le maximum sur le terrain. Si j'avais malheureusement un grain de sable qui venait, je dirais, enrayer la machine, ça devenait tout de suite compliqué parce qu'on se pose un tas de questions, on se remet tout le temps en question. Et c'est vrai que c'est un poste magnifique, mais c'est un poste très exigeant et très difficile. C'est là où tu t'aperçois que c'est très fragile et l'entraîneur de l'équipe doit prendre toutes les précautions possibles pour ne pas faire gamberger ses gardiens. Et c'est pour ça qu'il y a souvent cette hiérarchie numéro 1, numéro 2, numéro 3, qu'il n'y a pas d'autres postes finalement. C'est pas aussi établi sur un autre poste dans les joueurs de champ. Oui. Non, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un titulaire, une doublure. Et puis, je voudrais aussi revenir sur le rôle d'entraîneur de gardien de but. On voit souvent, et moi je le dis très souvent, j'ai eu des pères, moi, à côté de moi, c'est des papas, ils protègent leur gardien de but comme personne ne le ferait, parce que ils savent très bien, ils connaissent parfaitement le poste, ils savent très bien que c'est un poste très exigeant, et ils se doivent, eux, en tant qu'intermédiaires, je dirais, entre le gardien de but et le coach principal, ils se doivent de protéger le gardien de but et de le mettre dans les meilleures dispositions possibles, notamment psychologiques. Et je connais énormément d'entraîneurs de gardiens de but, ce sont des vrais papas pour leur gardien de but. Ils feraient tout pour mettre le gardien de but dans les meilleures dispositions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes extraordinaires avec moi, que ce soit Domi, Joël Batz à Lyon, David Marot à Ajaccio. C'était des papas, quoi. C'était des seconds papas pour moi. C'était incroyable, quoi. Ils faisaient tout. Ils se mettaient même minables pour nous mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et ils nous connaissaient par cœur. Ils savaient exactement, le matin on arrivait à l'entraînement, ils savaient exactement si on était bien. Avant de commencer la séance, ils savaient de suite si on était bien ou pas bien. Et donc, ça, c'est des personnes très, très importantes pour un gardien de but. Et j'ai la chance d'en connaître beaucoup et je peux vous dire que c'est des hommes extraordinaires, quoi. Ouais, et c'est vrai que, bon, tu as parlé de Dominique Dropsy, c'est le gardien, l'entraîneur emblématique qu'il y a eu au Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, il y a Paolo Grillo, pardon. Je le trouve incroyable en termes de personnalité, le peu que je peux en voir. Il a l'air enthousiaste, il a l'air, comme tu le dis, d'aimer ses gardiens. Il a l'air de les aimer. Et tu vois qu'ils font des bonnes performances, les gardiens, aujourd'hui au Girondins de Bordeaux. Ils sont bons. Ils sont bons, ils sont très bons, que ce soit Benoît, que ce soit Gaëtan. Bon, je connais pas Paolo personnellement, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer encore, mais je sais que voilà, il suffit de constater les performances des gardiens en place pour se rendre compte que voilà, il fait son taf, quoi. Et je sais qu'il met les Benoît et Gaëtan dans les meilleures dispositions possibles. Et c'est vrai que sur les images que je vois ou lorsque je vais au stade, je vois son attitude, il est très dynamique, il est enthousiaste, il est très protecteur. Et c'est ce qu'un gardien a besoin, je dirais, c'est d'avoir une personne à ses côtés, outre l'expérience qu'il peut lui amener, les conseils techniques, c'est d'avoir un soutien psychologique, voilà. On sait que, nous, en tant que gardien de but, on sait que voilà, on va sur le terrain et quoi qu'il se passe, voilà, on aura un protecteur. On sait qu'il y a un garçon qui va venir nous soutenir, nous soulager, quoi qu'il se passe. Voilà, il aura les mots rassurants, il aura les gestes qu'il faut et voilà. Qu'on soit bon ou pas bon, on sait que le lundi, on se remet au travail, on oublie tout et voilà, c'est parti, quoi. Donc, et moi, c'est ce que j'avais, c'est le rapport que j'avais avec Ulrich, avec Domi, c'est que voilà, quelles que soient les performances du week-end, on savait que le lundi matin, on avait plaisir à se retrouver tous les trois, bon, tous les quatre avec Mathieu, et puis qu'on allait bosser, qu'on allait se mettre minable pour être prêt pour la prochaine échéance, quoi. Exactement. Donc 2008, Carasso qui arrive, on n'a pas parlé, un style un peu plus expressif que celui d'Ulrich Ramel. Pour moi, oui. Voilà. Et 2017, donc arrivée de Benoît Costil, on a parlé donc de ses débuts. Comment tu définis son style? C'est encore un peu différent par rapport. Tu sens qu'il y a quand même une continuité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une continuité entre tous ces gardiens, mais avec une petite spécificité. Je ne sais pas comment la définir, la spécificité de Benoît. Benoît est peut-être encore plus dans la sobriété, je dirais. Enfin, moi, c'est mon avis perso en tant qu'ancien gardien. C'est-à-dire que Benoît, il va pas vouloir faire le spectacle pour faire le spectacle. Hormis certaines actions, mais c'est rare quand même. Benoît, il a le geste juste. S'il faut pas plonger, il va pas plonger pour plonger, quoi. Je pense qu'il a une grande maturité du poste. Je pense qu'il a une grande connaissance du poste. Il se connaît parfaitement et il sait exactement quel geste va être le plus efficace sur telle action. Et
moi, j'ai des interventions en tête de Benoît. Voilà, il suffit juste de se mettre en opposition par rapport aux joueurs pour être efficace. Il suffit, des fois, ça sert à rien de plonger. Souvent, les jeunes gardiens, ils aiment plonger, ils aiment faire le spectacle. Non, c'est pas ce qu'on demande au gardien de but. On demande d'être efficace. Et pour moi, Benoît, ouais, c'est toujours dans cette continuité, je dirais, de gardien de but d'Ulrich et Cédric. Pas des gardiens spectaculaires qui vont sauter à la Stéphane Rucher, qui vont sauter au-dessus de la barre. Non, gardiens efficaces, quoi. C'est des gardiens efficaces avant tout. C'est ce qu'on demande à un gardien de but, quoi. Et Benoît en est le parfait exemple. Il a le geste juste au bon moment. Voilà, je résumerai son style comme ça. C'est le geste juste au bon moment. Avec des arrêts du pied aussi. Des arrêts du pied souvent. Ouais, des arrêts du pied, des arrêts sans plongée, des arrêts voilà avec le torse, avec la tête. Tout est bon, quoi. Tout est bon pour sauver le but, quoi. Ouais. Et je pense que ça part d'une bonne vision de jeu, une prise de décision rapide, une vitesse de réaction, toutes ces qualités qu'on demande au gardien de but, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que depuis qu'il est à Bordeaux, il a progressé. Alors je le voyais pas autant jouer quand il était à Rennes, mais j'ai l'impression qu'il a pris plus de maturité, il a plus un rôle de leader que celui qu'il avait à Rennes, et je trouve qu'il est meilleur mois après mois, saison après saison, même s'il est là que depuis 3 ans. Oui. Ouais, je crois que j'ai vu récemment un classement. Je crois qu'on le classe parmi les 2 ou 3 premiers. Donc, je sais plus c'est quel classement. Ça ne veut pas non plus dire grand chose, le classement des étoiles ou autre. Mais je pense qu'il est parmi les 2 ou 3 gardiens les plus efficaces du championnat, effectivement. Et je pense que il arrive au bon âge. Hein. Je sais plus quel âge il a, Benoît, mais 31 ou 32. Ah, ouais, 32. Ah, pardon, je le vieillis un peu. Attends, je vérifie. C'est à vérifier pour moi. Mais je pense qu'il arrive au bon âge. Un gardien de but, s'il veut, il est dans la force de l'âge après la trentaine. Tu regardes tous les grands gardiens de but, voilà. Ils ont eu, pour moi, en tout cas, leur pic de carrière, entre guillemets, c'est après la trentaine. 32. Parce que, 32 ans. Voilà. Excuse-moi, Benoît, je t'ai vieilli un peu. Mais, non, il y a une maturité, une expérience, et c'est très, très important à ce poste-là. Ouais. C'est vrai que quand on est jeune, on a cette fougue, mais on a ce manque de lucidité qui va avec. Alors que lorsqu'on vieillit, entre guillemets, lorsqu'on est un peu plus expérimenté, on a cette lucidité, cette analyse, qui nous permet d'être beaucoup plus efficace. Et ça sans enlever nos qualités athlétiques, on a cette maturité, cette expérience en plus, ce qui fait qu'on est beaucoup plus efficace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Benoît, je pense, il le dirait peut-être mieux que moi, mais je pense qu'aujourd'hui, il se sent mieux, il se sent plus à l'aise, plus expérimenté, et puis de ce fait, il est beaucoup plus efficace, quoi. Il a eu Christophe Revel, un entraîneur de renom, je crois, dans le milieu des gardiens de but, quand il était à Rennes, qui entraînait les gardiens de but. Tout à fait, Christophe, tout à fait. Il a monté une académie de gardiens de but, justement, du côté de Rennes, et Benoît est son parrain. Et c'est pareil, la France a eu la chance de toujours avoir eu des grands gardiens, et a surtout eu la chance d'avoir toujours eu des grands formateurs de gardiens de but. Et souvent des anciens grands gardiens de but. Je pense qu'il y a des passations de pouvoir, il y a des expériences qui se partagent, il y a des méthodologies parfois différentes. Mais on a eu cette chance, on a un pays, c'est un pays de gardiens de but, un des plus reconnus dans le monde. Et et je pense qu'on est parti aussi, parce qu'il y a des jeunes talents derrière qui poussent, et donc on sera toujours parmi la tête à ce poste-là. C'est que la France, a toujours été bien pourvue, et j'ai l'impression que c'est parti encore pour de longues années. Et tant mieux. Ouais, exactement. Bon, voilà, ça touche à sa fin, ce petit podcast sur les gardiens de but. Ça me fait penser que Cédric Carasso, lorsqu'il était allé à Galatasaray, après les Girondins de Bordeaux, avait été entraîné par Tafarel, l'ancien gardien du Brésil, et il avait donc ça rejoint ce que tu dis sur les grands gardiens qui entraînent d'autres gardiens qui passent le relais, et il avait eu un retour très positif d'avoir été entraîné par Tafarel, quoi. C'était extraordinaire. Bien sûr, quand on a la chance d'être entraîné l'ex-gardien du Brésil, ça peut être que bénéfique, je dirais. Il faut savoir qu'un des plus grands entraîneurs de gardiens, c'est Christophe Lolichon, qui était à Rennes, qui est parti ensuite, si on se souvient, Petr Cech est parti à Chelsea, et Petr Cech a exigé Christophe Lolichon dans le staff de Chelsea. C'est-à-dire que Petr a emmené son entraîneur de gardien avec lui à Chelsea. Et aujourd'hui, Christophe est un des entraîneurs de gardiens de but les plus réputés dans le monde. Donc c'est là où on se rend compte de l'importance aussi de l'entraîneur de gardien de but
si on veut qu'un gardien de but soit efficace. Il faut pas non plus se tromper sur le casting et que c'est bien d'avoir une personne comme Paolo, comme Dominique Dropsy, avec un vécu, avec une expérience qui est capable de d'apporter ce qu'il faut au gardien de but. Ça me fait penser un peu aux joueurs de tennis qui ont leur coach. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais si on grossit le trait, ça fait un peu le gardien, il vient avec son entraîneur. C'est un peu ça, c'est un peu le côté individualiste du poste de gardien de but, parce que le tennis c'est un sport individuel. Et c'est vrai que on aime bien avoir nos repères, donc on aime bien travailler avec une personne. Et donc Petre, c'était l'exemple flagrant, je dirais. Et lui, il avait apprécié le travail de Christophe à ses côtés, il avait exigé que Christophe soit dans le staff de Chelsea. Je pense pas que ça existe beaucoup, mais c'est un exemple qui explique bien la relation joueur, gardien de but et entraîneur. Voilà. Bon, parfait, Frédéric. Je te remercie d'avoir partagé ce moment d'échange sur le poste de gardien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce qu'on n'a pas parlé du rôle du numéro 2. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, parce qu'il est souvent dans l'ombre. Il y aurait beaucoup à dire, parce que moi je suis bien placé pour le dire, parce que c'est vrai que j'ai vécu 6 ans ce rôle à Bordeaux. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que la seule chose que je pourrais dire, c'est que on le disait tout à l'heure, c'est vrai que un gardien de but, il y en a un seul dans l'équipe, mais souvent le gardien de but titulaire est performant aussi parce qu'il a une très bonne doublure, et il a une doublure qui le pousse dans ses retranchements, qui le pousse à aller plus loin dans ses performances, et souvent on l'omet. On oublie que la doublure travaille davantage qu'un titulaire, et qui doit mettre de côté un peu sa frustration de ne pas avoir sa chance, pour justement le bien du gardien titulaire, pour le bien de l'équipe. Et donc souvent le gardien titulaire est performant parce qu'il a une doublure derrière qui pousse et qui le met aussi dans les meilleures dispositions possibles. Exactement. Un mot pour conclure, toi, entraîneur des gardiens de but, c'est un métier qui te plairait pour passer le relais? C'est mon métier, oui, c'est vrai que j'ai développé mon académie à Dubaï, c'est un métier qui me tient à cœur, j'ai envie de partager effectivement toute cette expérience, tout mon vécu, et puis aujourd'hui je suis rentré en France après 10 ans à l'étranger pour connaître une expérience au sein d'un staff. C'est vrai que moi j'ai cette ambition-là, c'est d'intégrer un staff, de me mettre dans le rôle d'entraîneur de gardien de but, et puis de partager. Ce rôle d'entraîneur de gardien de but, c'est avant tout du partage, partager l'expérience, partager la passion du poste. Et donc aujourd'hui, je pense avoir l'expérience nécessaire, le vécu nécessaire. C'est vrai que j'ai beaucoup appris de mon voyage aux Émirats. J'ai connu beaucoup d'expériences professionnelles qui m'ont aujourd'hui aguerri. Et j'aimerais bien justement mettre tout ça à profit pour des jeunes gardiens ou pour des gardiens de but un peu plus aguerris. Et donc aujourd'hui, le football est en stand-by de par ce coronavirus. Mais j'espère qu'une fois que cette période difficile pour tout le monde sera passée, j'espère que certaines portes vont s'ouvrir et que je pourrai effectivement rejoindre un peu cette ambition que d'intégrer un staff et de me mettre au service d'un club. Écoute, je te le souhaite. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous, avec les auditeurs de Girondins. On aura encore plein de choses à dire sur le poste de gardien, mais bon, on va en garder un peu pour la suite. Exactement, ça sera avec grand plaisir. Et puis, j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont écouter cette émission et puis que ça leur donnera envie pourquoi pas d'essayer aussi de se mettre dans les buts. Voilà, un poste différent. Et primordial dans une équipe. Exactement. Bon. Merci Frédéric, à bientôt. Merci à tous. Avec plaisir Nicolas. Merci et puis à très bientôt. Sur Web Girondins. Au revoir. Salut.